Sur TVC9 et TVTV, sans manchette de vos actualités, un pas de plus effectué pour favoriser l'exploitation de la mine à Belle-Terre. Le monde culturel, pendant ce temps, s'appauvrit. Une Nédelécoise aussi veut 10 000 $ pour garder en piste le tour de l'Abitibi à Val-d'Or. C'est pas la première fois qu'on vous le dit et économiquement, les travailleurs d'ici apprécieraient peut-être, est-ce que vous y croyez encore, le Témiscamingue qui s'approche un peu plus d'une relance de son industrie minière. C'est l'indice que fournit, du moins, avant la fin de février, les intervenants dans un placement privé de 39 millions de dollars, impliquant surtout la mine Belle-Terre, annoncée bien souvent depuis la fin de ses opérations à l'arrivée des années 60, mais la ruée vers l'or tant espérée semble plus près que jamais, 55 ans plus tard au Témiscamingue. Des ouvriers se concentrent déjà sur le corridor minier Belle-Terre de 6 km de long et sur plusieurs cibles aurifères régionales de haute priorité. Des opérations menées au début de l'année dans le roc vert témiscamien ont permis d'intercepter une minéralisation aurifère de plus de 11 grammes et demi d'or sur 2 mètres. C'est encore plus que ce qui a été extrait du milieu des années 30 à la fin des années 50 où 750 000 onces d'or ont été en production. Cependant, l'entreprise est prudente et évite de spéculer. TV Témis parle à Mathieu Savard, président-chef de la direction et administrateur de Vior. Alors, Monsieur Savard, 39 millions de dollars de capitaux annoncés jeudi dernier aux gens des médias et à la population en général. Ça m'amène la première question pour les gens du Témiscamingue qui entendent parler d'une relance de la mine Belle-Terre depuis des années, il va sans dire. Est-ce que ce 39 millions de dollars-là nous rapproche d'une relance de la mine Belle-Terre au Témiscamingue? En fait, il est beaucoup trop tôt pour parler de relance. Le financement qu'on a réalisé vise essentiellement à relancer un programme d'exploration très ambitieux. Je ne vous cacherai pas, là, on parle d'environ des budgets d'une quinzaine de millions par année pour les 2 prochaines années. Par contre, c'est essentiellement, on retourne à la phase d'exploration. Donc, il n'est pas question de relancer nécessairement la mine telle qu'elle a été connue. Il est beaucoup trop tôt pour parler, là, si on veut, de projet minier. Là. Donc, notre approche, c'est vraiment d'explorer de façon systématique et l'ancien corridor de la mine Belle-Terre, mais également tout le secteur régional qui recèle un fort potentiel, puis qui, à notre avis, qui a souffert d'un manque d'exploration là, dans les 60 dernières années, si on veut. Mais quand même, ça, je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais il est question bon, déjà, les forages ont été entrepris, je pense, l'automne dernier, et ça regarde bien, comme on dit. Il y a des résultats qui sont positifs, mais encore une fois, je veux pas. On est loin de la coupe aux lèvres. Là. On est loin d'une découverte ou d'un volume significatif pour l'instant. On est encore au tout début d'un programme d'exploration. Ce qu'il faut réaliser, c'est qu'un projet minier en 2025 peut prendre jusqu'à entre 12 et 15 ans avant de voir le jour à partir du stade d'exploration. Oui, il y a déjà eu une mine à Belle-Terre. Par contre, là, ce qu'on regarde, c'est d'explorer l'ensemble de la propriété. Donc, ce n'est pas demain la veille qu'il y aura une nouvelle opération minière à Belle-Terre avec ce qu'on connaît présentement. On ne peut pas spéculer en ce moment, même si vos chiffres semblent bons, même si ce qu'on lit sur vos rapports, ça semble bon. Actuellement, c'est encore de la spéculation et le milieu économique régional chez nous ne peut pas dire ben la mine Belle-Terre s'en vient. On peut pas encore le dire. Non, de notre côté, ce n'est pas quelque chose qu'on peut promettre à ce point-ci. On est encore, mais ce qu'on peut promettre, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'activités, évidemment.
on va le faire en partenariat de concert avec les communautés d'accueil, évidemment. Il va y avoir beaucoup de consultations à cet égard-là par rapport aux travaux qui seront envisagés. Mais encore une fois, c'est très tôt dans le processus, donc on est à la phase d'exploration. Donc, ceux qui voient les belles années de la mine de Belle-Terre, il est encore trop tôt pour prétendre là, que à l'ouverture d'une mine. Vous comprenez l'impatience du milieu économique? Absolument, absolument. Mais par contre, ce qu'on propose, c'est quand même des budgets significatifs dans les communautés. Donc, ça, on pense que ça va être vu d'un très bon œil. Puis on va travailler avec justement des communautés locales pour être sûr que les retombées sont dans les communautés. Bon, je peux comprendre qu'au niveau financier, vous n'avez pas le droit de dire à la population, puis dire aux investisseurs, allez-y, c'est parti, là. C'est une question mais quand vous sortez une pièce de votre poche actuellement pour la mine Belle-Terre, euh, c'est un bon investissement, là. C'est ce qu'on s'attend. Ben, nous, on y croit. On croit au potentiel du secteur Belle-Terre, effectivement. Sinon, on ne déploierait pas des capitaux de cette façon-là. Par contre, pour ce qui est d'une mine éventuelle, il est trop tôt, mais on croit beaucoup au potentiel. Quand on a regardé les données historiques, on s'est rendu compte qu'il y avait environ 90% des forages qui ne dépassaient pas 200 mètres de profondeur. Donc ça, nous, quand on connaît vraiment les roches abitibiennes, c'est peu profond. Donc ça nous a vraiment excités par rapport ce qui peut être découvert dans le secteur. Donc ce qu'on fait vraiment, c'est qu'on fait un reset, si on veut, et puis on recommence à explorer. Le secteur est très, très fertile. D'ailleurs, comme en témoignent les mines du passé. Mais c'est ça sur quoi on va travailler très fort pour essayer de trouver des choses additionnelles ou des choses dans l'ancien corridor de la mine Belle-Terre. Et quand même, c'est pas, vous êtes parmi les juniors du Québec et du pays, mais il y a quand même des gens très aguerris assis à la table de cette entreprise-là, là. C'est pas des débutants, si je peux m'exprimer ici. On a une bonne équipe en place. Il y avait déjà une très, très bonne équipe technique sur le projet. Et puis, on a ajouté quelques personnes qui venaient de Cisco, entre autres, là, du projet Windfall, suivant la transaction qui a eu lieu l'an dernier. Et puis, nous, vraiment, ce qui nous motive, c'est vraiment la chasse au trésor, si on veut, là, la découverte. Donc, amener des découvertes avec tout ce qui s'ensuit dans les communautés. Donc, les mini-booms économiques que ça peut amener. Mais là, évidemment, comme je le mentionnais tout à l'heure, il est encore tôt, mais on est très, très motivé et excité à regarder cette opportunité-là et à pouvoir la travailler. Parce que les gens de la région voient que ça bouge, il y a de l'action sur le terrain. Oui, présentement, on a 3 foreuses. Je crois qu'il y a une 4e foreuse qui va être ajoutée là, dans la semaine prochaine. Donc, il y a beaucoup d'activités. Puis, encore une fois, on est très excités là, de ce financement-là qui va nous permettre là, justement de pouvoir réaliser notre plan stratégique là, dans les prochaines années. Quel est l'agenda de Vior là-dedans, là? Bon, forage, résultat, continuité, qu'est-ce qui s'en vient pour qu'est-ce que les gens, même si on lance pas la mine immédiatement, là, mais qu'est-ce que les gens vont voir dans les prochains mois, là? Je vous dirais, ce qu'il faut s'attendre dans les prochaines années, c'est du forage essentiellement, avec également des travaux de surface, là, de l'exploration, de la prospection de surface sur l'ensemble là, du projet. Et puis, évidemment, on va être présent sur le fil de presse avec les résultats de façon constante. Je vous dirais on vise environ un communiqué de presse par mois à ce point-ci. Puis, évidemment, en cours de route, on va s'adapter selon les résultats. Éventuellement, bon, il y aura, vous me direz qu'il est trop tôt, mais il y aura études environnementales, vous dévoilez, parce que
Belle-Terre, ce sera gros si ça à partir. Ce sera un projet énorme. Ben, écoutez, il est encore tôt pour spéculer sur la taille d'un projet éventuel. Par contre, ce qui nous a attirés à Belle-Terre, je vous dirais, c'est vraiment l'aspect haute teneur aurifère, en fait, de la mine passée. Et en ce qui a trait aux standards environnementaux, évidemment, c'est quelque chose qu'on a vraiment à cœur. Donc, tout ce qui est environnemental, santé, sécurité, relations avec les communautés, avec les Premières Nations, c'est quelque chose qu'on place vraiment dans le haut de nos priorités. Sentez-vous comment dire, l'excitation du milieu économique régional déjà, là, ne serait-ce que mon entrevue où j'ai l'air de vouloir vous faire dire que la mine va ouvrir demain matin, là, mais on peut pas. Mais Ben, sentez-vous l'excitation, l'engouement de la région? oui, on commence à le sentir avec les intervenants avec qui on parle. Je pense que les gens sont contents qu'il y ait de l'activité dans ce secteur-là. C'est un secteur minier traditionnel qui, à notre sens, avait été oublié. Et puis, ça représente une opportunité. Donc, nous aussi, on voit ça d'un très bon œil. Parce que c'est des retombées importantes, là. Et puis on pourra dire que le Témiscamingue, c'est pas seulement l'industrie forestière, mais aussi l'importance du retour du milieu minier. Ouais, particulièrement dans le contexte économique actuel, avec, si on veut, la menace de tarifs, particulièrement sur le bois. Je pense que d'avoir de la diversification au niveau économique, c'est très positif, particulièrement dans les régions. Donc, argent investi, ce qui nous amène davantage de forage sur le terrain et éventuellement peut-être des annonces possibles, mais on ne sait pas encore à quel moment. Est-ce qu'on peut se dire que au courant de l'année actuelle, ça pourrait bouger davantage? Vous voyez ça comment? Ouais, écoutez, le processus d'exploration, c'est un processus qui prend du temps. Et puis, je vous dirais, on va être actif sur au niveau des nouvelles, au niveau du forage, au niveau de l'exploration de surface. Puis, on pourra se parler s'il y a des résultats significatifs qui arrivent en cours de route. Parce que c'est quand même excitant, certainement pour vous, d'annoncer des capitaux comme vous l'avez fait cette semaine. Et vous comprenez que les gens de la région, comme on peut, pas s'impatientent, mais s'excitent un peu. Ah, on peut très bien comprendre. Les gens comprennent bien l'industrie également. On sait le secteur de Val-d'Or n'est pas très loin. On est juste à 100 km au sud. Donc, on comprend, si on veut, l'excitation que ça peut engendrer. Par contre, on va être très rigoureux dans nos travaux. Donc, on va prendre le temps nécessaire à bien faire les choses. Mais nous aussi, on est très excités de cette opportunité-là. Et puis, on croit qu'avec le financement qu'on vient de clore, ça nous donne, si on veut, les moyens de nos ambitions. Voilà, donc c'est tout ce qu'on peut dire pour le moment, parce que évidemment, lorsque on pourra aller de l'avant, ce sera gros comme projet là. Cisco ne s'associe pas à un projet euh, qui, euh, qui, qui, qui n'est pas intéressant. En fait, c'est les anciens de Cisco, mais effectivement, on a joint Viard parce qu'on croyait vraiment au potentiel du secteur. Cela dit, il n'y a pas de garantie. C'est un domaine à haut risque, mais avec de hautes récompenses, si on veut, lorsque le succès s'avère. Donc, c'est cette récompense-là que vous espérez et la population du Témiscamingue et de la BTB aussi. Monsieur Savard, merci de nous avoir parlé. On espère bientôt pouvoir lancer ce projet-là, de parler de retombées économiques, d'emplois pour les gens de la région et évidemment de production d'or supplémentaire dans une région déjà prolifique. Je vous remercie beaucoup.
Ben, merci, passez de bons moments et on se reparle bientôt, on l'espère. Parfait, bonne journée. Bye bye. En lice pour se lancer en affaires, une soixantaine de futurs entrepreneurs ont besoin de vous dans la région. Les citoyens d'ici, qu'ils soient particuliers ou gens d'affaires, sont appelés à amasser 2,5 millions de dollars que l'organisme Micro-Entreprendre distribuera à ceux qui en ont besoin. En Abitibi, au Témiscamingue, on en parle après des rencontres à Rouyn-Noranda et aussi à Ville-Marie. Nouvel entretien. Martin Beaulieu, d'abord, qu'est-ce que c'est Micro-Entreprendre? Micro-Entreprendre, c'est un organisme provincial, c'est un réseau qui est Micro-Entreprendre, qui aide les entrepreneurs au niveau de l'entrepreneuriat. Les entrepreneurs, on les aide à se lancer en affaires, en complémentarité avec les CLD, Sociétés de développement économique, les SADC. Mais notre particularité, c'est que c'est vraiment l'entrepreneur qu'on va aider. Donc, on peut le financer dans son entreprise. On va avancer vraiment avec la personne pour permettre à l'entreprise de réussir. Puis, Micro-Entreprendre de Témiscamingue, c'est la partie du réseau qui est dans la région, qui est complètement indépendante. On est affilié, ça veut dire que tout ce que l'on fait dans la région, c'est des décisions régionales. Et le réseau n'interfère pas dans nos décisions. On est juste affilié au réseau provincial qui existe depuis 25 ans maintenant. Vous arrivez en disant on lance une campagne de financement, puis en même temps une campagne de levée de fonds pour les entrepreneurs et on veut amasser 2,5 millions de dollars. Dites-moi l'avantage. L'avantage, c'est que nous, Micro-Entreprendre, au niveau du réseau provincial, il n'y a pas de financement régional. On est indépendant du réseau. Donc, ça veut dire que dans la région, les fonds que l'on prête, c'est des fonds qu'on a levés localement. Et la demande est tellement forte en Abitibi-Témiscamingue, au niveau de la croissance de l'entrepreneuriat, qu'on n'a pas les fonds autogénérés pour être capable de fournir à la demande. Donc, la capitalisation de 2,5 millions va nous permettre, sur les 5 prochaines années, d'aider 250 entrepreneurs, pour l'Abitibi-Témiscamingue uniquement, à pouvoir se lancer en affaires. Puisque c'est un fonds qui est régional, il n'y a aucun sou qui sort de la région, il n'y a aucun frais d'opération, d'administration qui est prélevé dans ce fonds-là. Donc, au fur et à mesure que les prêts sont remboursés, on peut reprêter. Ça veut dire qu'à tous les 5 ans, on a la possibilité de lancer 250 nouvelles entreprises. Vous dites micro-entreprendre, c'est en complémentarité avec les CLD, les SADC, etc. Complémentarité, pourquoi? Ces gens-là ont des limites ou... C'est que souvent, dans un projet, les entreprises vont voir, mettons, un besoin de 200 000 $. Par contre, les prêteurs vont exiger des ratios de mise de fonds, des ratios ça peut être de l'équité qu'ils peuvent avoir parce qu'ils fournissent de l'équipement. Mais souvent, ce montant-là, c'est de 15 à 20 de mise de fonds. Donc, sur 200 000, ça prend 40 000 soit en argent, soit en équipement payé pour pouvoir lancer l'entreprise, pour permettre à un CLD, un SADC d'investir à leur tour. Même une banque, une caisse, c'est la même situation. Ce qui arrive avec Micro-Entreprendre, c'est que nous, vu qu'on travaille avec l'entrepreneur, lorsqu'on finance, on finance l'entrepreneur. Ce qui fait que pour un CLD ou un SADC, si nous, on met, par exemple, un 20 000 dans l'entreprise, l'entrepreneur a un 20 000 en biens propres ou en argent, ça fait 40 000, ça permet de lever 200 000 pour l'entreprise, pour respecter des ratios. C'est là qu'on travaille, on a en complémentarité avec les organismes déjà en place, donc avec CLD, SADC. C'est pas rare qu'on reçoit des demandes d'un SADC ou du CLD, ils disent tel projet, il manquerait ça, est-ce que vous êtes intéressé à travailler avec? Donc la collaboration économique, on est le seul des groupes qui est régional, les autres sont par MRC, mais la collaboration, on le fait régionalement avec tous les groupes. Donc, le fonds qu'on lève va être réinvesti régionalement selon la demande. Si au Témiscamingue, il y a plus de demandes, on va aller à cet endroit-là. Si c'est à Abitibi-Ouest, on va là. Mais en fait, chaque demande est générée à partir du réseau Micro-Entreprendre et distribuée selon l'entraide qui va avec les CLD, SADC, les besoins d'entrepreneurs. Parce que dans ce temps, ça peut être juste 15 000 pour l'entreprise. On va pouvoir y aller tout seul aussi. Les fonds levés, là, il faut avoir une grosse entreprise pour pouvoir investir dans cette levée de fonds. Il faut être riche. Non, parce que ce qu'on veut chercher vraiment, c'est la collectivité. En tant que citoyen corporatif, mais même individuel, à Abitibi-Témiscamingue, on peut lever ce montant-là. Si on met toute la pression sur les minières, c'est intéressant, ils ont la capacité, mais
comme individu, si on met 20 $, on va avoir sur le site web du réseau Micro-entreprendre d'Abitibi-Témiscamingue prochainement, là, dans les prochains jours, on va avoir un bouton pour pouvoir vous permettre d'aller faire un don en ligne sur PayPal. Si vous mettez 20 $, puis qu'il y a 1000 personnes dans la région qui mettent 20 $, ça fait 20 000. Donc, c'est un montant qui est mis. Ce n'est pas la totalité du montant, c'est l'effort collectif qu'on va réussir. Oui, il y a des gens qui vont mettre 100 000. Desjardins ont déjà promis cette année, l'année prochaine, 2 dons de 20 000. Ça fait 40 000 déjà. Mais ce qui permet d'aller chercher un gros montant, c'est juste que tout le monde met son effort à la hauteur de ses moyens parce qu'il croit que l'entrepreneuriat va gérer de la richesse dans la région. Avec la situation instable qu'on voit avec nos amis américains, c'est justement présentement qu'il faut se reprendre en main et aller plus loin, voir les choses différemment. Est-ce que les entrepreneurs sont là? Est-ce qu'ils sont présents? Est-ce que l'entrepreneuriat se porte bien dans la région? L'entrepreneuriat se porte bien dans la région. Ce qui arrive, c'est que je parlais avec quelqu'un justement là, dans les derniers jours, un entrepreneur de renom de la région qui me disait lorsqu'on peut avoir un salaire de 150, 200 000 dans les mines, pourquoi je me lancerai en affaires? Donc, l'entrepreneuriat peut-être un petit peu, pas en perte de vitesse, mais un petit peu en perte de la cote dans la région. Pourtant, il y a des gens qui ont des projets, des nouveaux arrivants, peu importe, qui ont des projets qui veulent aller plus loin. Et c'est justement là qu'on veut relancer, de dire, écoutez, l'entrepreneuriat, ça génère de la richesse. C'est au-delà d'un salaire. C'est permis d'aller plus loin qu'un salaire. Et c'est là, oui, il y a du travail. L'entrepreneuriat n'est pas facile. C'est simple, mais pas facile. Mais c'est en relançant l'entrepreneuriat, on va pouvoir générer de la richesse dans la région. Et c'est ce qu'on vise, relancer ce mouvement. Bientôt, toutes les régions ou tous les secteurs de la région auront entendu parler de Micro-entreprendre. Il y a d'autres réunions là, qui s'en viennent au cours des semaines qui suivent. Oui. Présentement, on est dans une situation où on fait du pré-lancement. Donc, on va rencontrer les gens par MRC. Il va y avoir des dates dans toutes les MRC. Présentement, il nous reste juste Val-d'Or. Au moment qu'on se parle, il y a Val-d'Or, le Marie qui reste à prendre une entente pour une date, là, une salle. Par contre, les autres, il y a des dates, mais le lancement officiel se fait le 11 mars. Donc, d'ici au 11 mars, on va avoir fait le tour de tous les MRC pour un pré-lancement, pour annoncer ce qui s'en vient, voir la vision, tout ça, pour créer cette vague régionale-là pour que du 11 mars au 16 avril, qui est vraiment le cœur de la campagne, on ait un mouvement qui roule et un mouvement collectif de réussite. Micro-entreprendre est provincial, oui. Mais déjà, l'Abitibi-Témiscamingue se démarque? Oui, parce que dans la région, ici, on a énormément de demandes. Et si en 2024, on avait eu la bonne capitalisation, on aurait fait deuxième au Québec sur 20 membres du réseau Micro-entrepreneurs, on serait arrivé deuxième. Donc, on aurait fait pas loin de 60 entreprises qu'on aurait lancées dans la région. Et pourquoi? C'est parce que la demande est quand même là. Les gens veulent se lancer en affaires, ils ont les projets. Même s'ils disaient tantôt, l'entrepreneuriat n'est pas à ce qu'il pourrait être, il est quand même vivant dans la région. Et ailleurs au Québec, c'est plus mollo, c'est pas la même approche. Mais régionalement, le Témiscamingue, la levée de la volonté de réussir par soi-même est beaucoup plus forte. Et nous, la capitalisation, c'est qu'il faut qu'on génère les fonds pour être capable de soutenir cette volonté-là, en complémentarité avec ce qui existe déjà dans la région. Merci, Martin. Merci. Plusieurs résolutions majeures ont été adoptées au récent conseil de la MRC de Témiscamingue la semaine dernière à Ville-Marie. Parmi celles-là, en concertation avec la Sûreté du Québec, des actions sont ciblées en matière de sécurité publique. Elles incluent, dis-je bien, une intensification des interventions auprès des personnes en situation d'itinérance pour favoriser l'accompagnement et limiter les impacts sociaux. Aussi, la lutte contre le trafic et la consommation de stupéfiants qui demeure une préoccupation majeure sur le territoire. Enfin, des efforts accrus pour lutter contre les vols récurrents dans les chalets et camps de chasse, particulièrement dans l'est du Témiscamingue. Le conseil de la MRC qui a aussi confirmé son engagement à reconduire sa participation au programme des cadets de la Sûreté du Québec pour 2025. 2 ressources supplémentaires en sécurité publique sont ajoutées pour la saison estivale là, qui devrait venir. Vous en êtes conscient, le parti au pouvoir, la coalition Avenir Québec du premier ministre François Legault, tente de rééquilibrer ses finances depuis les dernières semaines avant un prochain budget et un paquet de problèmes. Et la façon de faire, c'est d'annoncer toutes ces diminutions ou littéralement disparitions de subventions aux organisations. Elles qui, comme d'autres, ont été habituées à donner plus qu'à recevoir, a-t-on souvent entendu en temps de COVID, il n'y a pas tellement longtemps. C'est le cas parmi l'Inde
individualité, de nouveaux drames annoncés aussi dans le milieu culturel dans la province. Des coupes assez imposantes. Montréal a été foulé par des dizaines d'artistes et travailleurs culturels qui ont manifesté le 22 février. Presque tout autant, une quarantaine se sont fait entendre devant les bureaux de Daniel Bernard à Rouyn-Noranda. Et il compte, dis-je bien, y retourner le 22 mars. Le Front commun pour les arts québécois, regroupant 17 organismes culturels, demande au gouvernement de faire monter les crédits permanents du Conseil des arts et des lettres du Québec, le calque à 200 millions de dollars par année. Chez nous aussi, ça fait mal, notamment au Témiscamingue, où la réduction se fait ressentir. On devra gérer avec un budget coupé de moitié. Quand on parle d'un centre des arts qui doit déduire ses frais de cette façon, oui, ça peut sembler difficile pour notre milieu artistique, oui. Nous rejoignons pour en discuter Émilie Descôtés, c'est la directrice générale et des arts visuels au Centre des arts du Rift à Ville-Marie. Émilie, quand en décembre le courriel arrive, comment on se sent en ouvrant cette nouvelle-là? Bien, on est très déçus, évidemment, parce que nous, on croit beaucoup en nos actions, on croit beaucoup en notre rôle culturel sur le territoire du Témiscamingue, on croit à notre importance pour le communautaire, pour la vie sociale, pour le dynamisme du territoire. Donc, c'est sûr que nous, quand on a reçu là, la coupure, on était bien déçus, mais il y a un peu un baume sur mon cœur de voir, en fait, que c'est tout le Québec. C'est pas nous, juste nous. Donc, il y a vraiment des manifestations à la grandeur du Québec. On a vu des gens passer à Tout le monde en parle. Il y a une 4e grosse manifestation qui s'organise bientôt. Donc, on sent qu'il y a vraiment une mobilisation du milieu. On n'est pas seul. On fait partie d'un grand réseau et on se tient. Donc, on espère évidemment pouvoir rétablir la situation parce qu'on est le seul diffuseur culturel en art visuel professionnel sur le territoire du Témiscamingue. Donc, évidemment, qu'on travaille fort pour rétablir la situation. Quel a été le message et de qui vient ce message pour que la population comprenne bien? Oui, on est financé par le Conseil des arts et des lettres du Québec. Et donc, je fais une petite mise en contexte. Là, à l'époque, en fait, depuis 2016, les centres d'exposition sont financés par le Conseil des arts et des lettres du Québec. Avant ça, c'était le ministère de la Culture et des Communications. Les centres d'exposition ont été transférés au calque. Et donc, depuis ce temps, il y a des nouveaux enlignements qui fait qu'on doit modifier un peu nos pratiques là, qu'on avait depuis toujours. Donc, on effectue des changements, puis évidemment qu'avec des nouvelles comme ça, ben on est quand même résiliente et créative, donc on essaie de travailler en fonction de ce qu'on a, mais on est reconnu pour faire beaucoup avec pas grand-chose. Dans les coffres, là, si je peux m'exprimer, c'est de combien que vous... Je ne pas rentrer dans les chiffres. OK. Mais est-ce que le Rift et le milieu culturel perd la moitié de son budget? Ça cogne, ça fait mal? C'est à peu près la moitié. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a réduit le nombre d'expositions, ce qui est triste parce qu'au final, c'est les artistes qui vont avoir moins d'opportunités. Normalement, on présente 2 expositions à la fois dans la salle. Maintenant, c'est 1 à la fois parce qu'on n'a plus assez d'argent pour les cachets. On a réduit évidemment les dépenses qui ne sont pas nécessaires. Mais au-delà de réduire, on essaie surtout de générer des nouveaux projets et d'aller chercher des nouveaux sous. Donc, on est plus dans la création que dans l'apitoiement. On est vraiment dans trouvons des solutions, développons des nouveaux projets, faisons des nouveaux partenariats. Fait qu'on ne s'assoit pas sur nos lauriers puis on fonce dans le tas. On est heureux chez nous, non pas des conséquences, mais que vous acceptiez de vous ouvrir là-dessus pour que la population comprenne. Si elle comprend, ben elle sera sans doute plus présente à vous appuyer et c'est l'objectif d'en parler. En plus, ben on coupe, mais aussi on observe ce que vous avez fait par le passé. La Biennale d'art miniature a été merveilleusement populaire en Abitibi-Témiscamingue et même à l'étranger, même à l'international. Alors, malheureusement, légère ou peut-être conséquence de cette coupure-là, la Biennale n'existera plus.
Elle n'existera plus sur la forme qu'on la connaît habituelle. Donc, c'est-à-dire que nous, on l'a transformée. Donc, on a vraiment vu ce momentum-là comme une opportunité de se renouveler parce que, comme je l'expliquais, les centres d'exposition, depuis 2016, on a des nouveaux enlignements. Donc, la biennale, sous la forme qu'on la connaissait jusqu'à maintenant, ne cadrait plus avec les enlignements de nos bailleurs de fonds. Donc, on la modifie pour faire autre chose, mais on est quand même enthousiaste parce que ça fait 30 ans qu'on mène la biennale. C'était la 15e édition. La dernière édition qui a eu lieu ici, c'était une édition rétrospective. On a réinvité tous les artistes qui avaient déjà été primés à revenir exposer. Donc, des artistes qu'on n'avait pas revus depuis les années 90 qui nous ont envoyé de nouvelles œuvres. Donc, la biennale a vraiment marqué le territoire, a vraiment marqué la culture au Témiscamingue. Maintenant, le momentum, la situation financière, le contexte social faisait que c'était un bon moment pour regarder le chemin parcouru et prendre une autre direction pour la suite. Donc, on a présenté, là, cette semaine, on a sorti le communiqué sur Forêt, qui va être un événement, aussi une biennale, donc ça va avoir lieu aux 2 ans, qui va remplacer la biennale d'art miniature. Donc, on sort de la miniature, on sort du petit format, et on sort des murs de la salle d'exposition aussi, c'est-à-dire il va y avoir une exposition en salle, bien évidemment, mais on va envoyer des artistes faire des résidences d'artistes sur le territoire, dans la nature. Donc, on espère évidemment qu'il y ait des artistes de l'extérieur. On aimerait encore garder le volet international qui vont venir ici au Témiscamingue pour vivre le Témiscamingue, s'inspirer du Témiscamingue pour générer des œuvres et qu'on fasse partie, en fait, d'un projet d'œuvres d'artistes. Il va y avoir aussi un volet atelier offert à toute la population. Donc, on veut que la population s'intéresse. Je pense entre autres à une artiste qui m'a parlé de faire un atelier de fabrication de fusains sur du feu de bois ou des choses comme ça. Donc, on est vraiment dans le territoire, le Témiscamingue. On s'en inspire pour créer un nouvel événement qui va devenir notre événement signature, si on veut. C'est moi qui le dis. Ceux qui vous finançaient, on vous a dit poliment que la biennale, pour eux, il y en avait assez vu, il y en avait assez. Ils accueillent bien Forêt? Oui, ils accueillent bien Forêt. En fait, c'est pas qu'ils n'aimaient plus la biennale, c'est que la formule c'était une formule concours. Hein? L'artiste payait pour participer, puis ensuite, il y avait une remise de prix. On essaie de démocratiser le métier d'artiste. On essaie que les artistes soient rémunérés pour leur travail. Donc, la formule de la biennale était plus ou moins actuelle avec la réalité d'aujourd'hui. Et donc, on en profite justement avec Forêt pour rejoindre ces nouveaux enlignements-là. Et évidemment que Forêt est inspiré de notre ADN, de ce qu'on est au Témiscamingue. On est sur un territoire Anishinaabe, on est sur un territoire agricole, on est sur un territoire forestier. Donc, on utilise ça pour générer un projet qui nous ressemble. Comment ça se passe pour les artistes? Là? Vous les côtoyez? Là? Comment depuis décembre, alors qu'avant Noël, vous avez regardé ça puis que, c'est douloureux. Comment les artistes, le monde culturel réagit chez nous? Bien, c'est dur pour les diffuseurs, mais c'est encore plus dur pour les artistes. On le sait, le métier d'artiste est très précaire. C'est difficile de vivre de son art aujourd'hui. Les diffuseurs ont moins d'argent, prennent moins d'artistes, donc il y a comme une compétition qui s'installe, donc moins d'opportunités. Évidemment que ça fragilise un peu ces personnes-là là, qui sont en situation plus vulnérable. Donc nous, on essaie de les faire travailler, on essaie de les exposer, on essaie vraiment d'aller les supporter de toutes sortes de façons. Mais évidemment que pour les artistes, c'est difficile aussi. Puis les artistes font partie des grandes mobilisations partout au Québec. Il n'y a pas seulement les diffuseurs ou les regroupements. Les artistes sont dans les rues aussi. Parce que autant pendant la pandémie, on disait aux artistes qu'ils n'étaient non essentiels, autant tout le monde était à la maison à consommer des films, à écouter de la musique, à consommer la culture finalement. Donc, la culture a une place au cœur de nos vies. Moi, je suis vraiment convaincue que ça fait partie de notre ADN, notre identité, qu'on ne peut pas se passer de la culture. Donc, évidemment que cette situation-là, j'espère qu'elle sera temporaire et j'espère qu'on va générer des nouveaux projets pour trouver des nouveaux enlignements pour faire vivre ce beau lieu d'exposition. Parce que la culture, ça fait partie d'un tout. Sans la culture, c'est comme perdre des services de santé, perdre des services en éducation. C'est un besoin. C'est un besoin. J'irais même jusqu'à dire que c'est la santé mentale.
surtout. Nous, on fait beaucoup de projets avec des organismes communautaires. Par exemple, on vient de terminer un projet avec la Société d'Alzheimer. On en vient d'en débuter un autre avec la Maison des jeunes pour les adolescents de 12 à 18 ans. La création est vraiment un facteur de cohésion sociale et un facteur de rassemblement pour briser l'isolement. Donc, nous, clairement, qu'on croit beaucoup à notre mission sur le territoire du Témiscamingue. Peut-être qu'en fouillant dans la paperasse du gouvernement, on trouverait d'autres subventions auxquelles on aurait peut-être droit parce qu'on fait pas seulement de la culture et du milieu artistique. Maintenant, vous plongez, vous êtes de plus en plus avec la communauté. On l'a toujours été. Peut-être que c'est moins des projets qui rayonnent à l'extérieur, mais les gens impliqués qui participent à ces activités-là, ça fait vraiment une différence dans leur vie. Donc, je pense que la culture, oui, il y a des événements qui sont plus glamour, si on veut, mais il y a vraiment une intervention sur le terrain qui se fait pour le bien-être des gens. En attendant aux gens du Témiscamingue, de toute l'Abitibi, du Québec en entier, consommer de cet art-là. D'ailleurs, d'ici la fin du mois, il y a une exposition ici à observer. C'est beau. Moi, ça fait 2-3 fois que je viens faire des entrevues et c'est beau à voir et c'est beau à expliquer aussi parce que c'est une œuvre qui a été faite spécialement avec comme de la photosynthèse à l'époque où on faisait de la photographie, on plongeait nos photos dans du liquide pour voir apparaître des images. C'est un peu comme ça que ça a été fait. Alors, il y a des explications aux citoyens qui viennent voir ça. Et en plus, c'est beau à l'œil. Bien, moi, c'est sûr que je me fais un plaisir d'accompagner les gens. Puis particulièrement pour cette exposition-là, je me fais beaucoup dire par les visiteurs, une chance que tu nous l'as expliqué pour qu'on comprenne. Et c'est ça la médiation culturelle, c'est ça qu'on fait ici. Donc, vraiment de prendre le temps de comprendre le concept de l'artiste. Et les visites sont gratuites. Donc, c'est une sortie familiale, il fait pas beau une journée, on vient voir l'expo. On a une petite boutique artisanale aussi. On peut ouvrir une discussion plus profonde ou moins sur les arts, l'art contemporain. Donc, cette exposition-ci, je peux peut-être juste en glisser un mot, c'est Benjamin Perron. C'est un artiste qui est natif du Témiscamingue et il utilise en fait le papier photo. Il fait de la photographie sans appareil photo. Il utilise le papier photosensible à l'époque de la photographie argentique, avant que tout soit numérique. Et il va venir déposer ses papiers à l'extérieur avec des végétaux placés sur les papiers et il va laisser le soleil agir sur le papier. Donc, le papier va changer de couleur lorsqu'il est soumis à la lumière et donc, ça fait des motifs vraiment intéressants, là. Donc, c'est une belle expo à visiter qui est gratuite. On a une salle d'exposition qui est extraordinaire. Pour en avoir vu beaucoup au Québec, on n'a rien à envier au Grand Centre. C'est l'entrepôt du ministère des Transports qui a été transformé en salle d'exposition en 1999. On a une grande salle professionnelle sur un territoire comme le Témiscamingue, alors qu'il y a des villes de 15-20 000 qui n'ont pas de lieu de diffusion culturelle. Profitons-en, appuyons le RIFT. Vous aimez votre centre d'exposition, vous aimez l'art et les artistes, ça paraît. Souhaitons que malgré tout, ça continue de bien évoluer, cet art, avec le peuple témiscamien dans notre belle région. On invite tout le monde à venir à nos spectacles, à venir voir nos films, à venir voir nos expos, puis de passer le mot, puis de nous encourager dans notre mission. On lâche pas. On lâche pas. Parlons musique, tant qu'à parler culture et classique, s'il vous plaît. L'École de musique Les Jeunes Concerts du Témiscamingue vous convie à son concert 40e anniversaire. On veut démystifier la musique classique avec 4 musiciens témiscamiens de formation qui partagent avec vous leur passion pour ce répertoire parfois méconnu. On souhaite vous emporter avec la sonorité envoûtante de la clarinette, le timbre chaud d'un saxophone, les notes cristallines du piano et les envolées caressantes de la voix sous la forme de duo ou de trio. Les artistes Anne-Marie Maheu, Éric Valiquette, Anne Jodoin et Julie Gagnon vous attendent. C'est au Théâtre du Rift le 14 mars à 19h30.
Sujet rare en consommation, mais préoccupant. On doit vous en parler. C'est préoccupant pour vous, plusieurs personnes qui risquent d'être touchées dans une grande région comme dans bien d'autres. C'est qu'en observant les fils de presse, les journalistes aguerris, les citoyens qui observent aussi, ont aperçu un avis du fabricant sud-coréen d'articles électroménagers LG. C'est la Lucky Gold Star. LG qui vend ses électros, notamment, selon le web, là, chez Meubles Marchand, dans la région, Rona, Walmart, même Costco, parce que vous êtes client peut-être là-bas. Vous êtes donc susceptible d'être touché par un rappel. C'est une longue liste de cuisinières électriques encastrables et non encastrées, dotées de boutons situés à l'avant. Des boutons situés qui peuvent être activés par un contact accidentel avec des personnes ou des animaux de compagnie. Et mettre le feu, c'est donc un risque pour la sécurité, selon Santé Canada qui nous le dévoile. 12 modèles, certains vendus même depuis 10 ans, sont touchés. Donc, je vous laisse faire les vérifications si vous avez des produits de cette marque. Modèle, numéro de série de ces fours. L Grange support à commercial lge.com ou le numéro de téléphone pour vérifier, là, 1-888-542-2623. Autre danger à surveiller, celui-là est encore plus évident puisqu'il nous est tombé dessus en petits morceaux à la fois pour s'accumuler autour de nous et c'est pas terminé selon les prévisions surveillées Environnement Canada. Embellissant notre nature quand même, ça favorise de belles activités pour la relâche, mais ça rend certains aspects pouvant être traîtres. Ceux qui ont été aux prises avec des routes glissantes les ont vaincus, parlez-en à mon garagiste, mais souvenons-nous du déneigement. Chaque hiver, bien des propriétaires sont surpris par ce qui tombe dans leur cour, mais par le poids de la neige sur leur résidence, une accumulation qui inévitablement a des incidences ou des risques d'effondrement. Les précipitations des dernières semaines, derniers mois, jumelées au redoux, haussent cette densité de la neige. N'attendez pas que les fissures sur les murs, les portes qui frottent, votre bâtiment qui craque ou les glaçons qui tombent sur les piétons. C'est pas moi le spécialiste, ce sont les experts de la régie du bâtiment qui nous le disent. Merci et prudence avec l'appel. Énergie renouvelable Onimiki SEC, vous les connaissez, ils annoncent les prochaines étapes de leur démarche d'information et de consultation. C'est ce mois-ci, le mois de mars, que ça se passe, une série de rencontres publiques qui a lieu du 17 au 20 mars. Selon le président d'Énergie renouvelable Onimiki, M. David McLaren, l'entreprise demeure engagée à développer l'ensemble d'un budget responsable qui profitera aux nations et l'ensemble du Témiscamingue. Wolf Lake First Nation, le centre d'autorité de Témiscamingue, Kebawek First Nation sont parmi les secteurs qu'on va visiter. Certaines rencontres seront web diffusées au onimiki.ca pour rejoindre le plus de gens possible. Énergie renouvelable Onimiki, qui est une société en commandite formé pour développer le projet de centrale hydroélectrique au Témiscamingue. Le projet sera développé sur 100% communautaire, ce qui signifie, selon l'entreprise, que l'ensemble des revenus seront partagés par des partenaires publics. La société en commandite est constituée de 4 partenaires. On prononce bien Kebawek First Nation, Wolf Lake First Nation, la MRC Témiscamingue et Pekukwamuyolnwatch Taku Ikan. Excusez-la. 2 étudiantes témiscamiennes sont parmi les 68 boursiers-boursières récompensés au récent gala de la persévérance Éclat Québec de la Fondation de l'UQAT. C'était la 11e remise destinée à célébrer la détermination étudiante. Bravo à Charlie Guimond de Saint-Bruno-de-Guigue et Sonia Lambert de Notre-Dame-du-Nord. 112 000 $, dont plus de 1 600 $ par récipiendaire, y ont été partagés. Éclat Québec a, depuis 2015, à coût d'$1 par once d'or produite, remis jusqu'ici plus de 2 millions de $. Outre une bourse coup de cœur, la conciliation travail-famille, études-travail, retour aux études, étudiants internationaux et étudiants de première génération a été récompensée. 150 personnes étaient réunies sous le bonheur de l'événement.
Bon, restons quand même dans l'atrium à l'université, mais on parle de sport maintenant, puisqu'on y est déjà, on parle du printemps qui vient. C'est à Notre-Dame-du-Nord que sera présentée la 5e édition du défi FUCAT, l'événement sportif et rassembleur de la Fondation de l'UQAT et des Caisses Desjardins, incarne les valeurs de solidarité, d'engagement et dynamisme qui caractérisent la communauté. Le défi ludique et rassembleur encourage les saines habitudes de vie tout en appuyant financièrement des projets essentiels de l'UQAT. La directrice générale de la Fondation, Karine Garot, invite les employeurs et les entreprises à mobiliser leur personnel et à former des équipes. Grâce à l'UQAT et à ses plus de 25 000 diplômés et diplômées, de nombreuses entreprises bénéficient d'une expertise unique. Cette année, les équipes devront parcourir un maximum de tours en relais sur un circuit offrant une vue spectaculaire sur notre lac Témiscamingue avec un objectif de 85 000 $. L'événement aura lieu le 29 mai dès 17h au centre de l'UQAT à Notre-Dame-du-Nord, au Témiscamingue. Lors de la dernière édition, 225 participants ont permis d'amasser 100 000 $. Cette année, la FUCAT vise à battre le record. On parle du Great Major Hockey League, la saison qui est déjà terminée pour le Pirate de Ville-Marie après qu'ils aient disposé de center en première ronde. La troupe de Marc-André Caron est envoyée en relâche. Wasaga Beach qui a gagné 3 matchs d'affilée, des matchs serrés crève-cœur, mais c'est ainsi que va la vie. Et on est fiers d'eux aussi. Parlons curling, alors que des athlètes étudiants du mouvement Astral Gaillard, c'est ceux du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, qui ont terminé le mois au championnat canadien de curling à Lethbridge, en Alberta. Les 5 représentants qui ont fait leur place sur la scène canadienne pour une seconde année d'affilée après les succès de Léane Barry en cross-country. Les gars de chez nous étaient les seuls représentants du Québec qui compte seulement 8 formations au Canada. Ils ont terminé la compétition 6e au pays. En entrée de jeu, Adam Bédard, Nathan Baudouin-Gendron, Maël Chrétien, Marc-Antoine Robert et l'entraîneur Patrick Robert avaient remporté 7-4 sur les Cougars d'Assiniboine du Collège albertain. Bravo à ces athlètes! Parlons vélo, de cyclisme, on a hâte de ressortir les bécanes. Hein? On quitte la glace quand même. Alors que le Tour de l'Abitibi-Glencore sollicite les amateurs de cyclisme d'ici d'ailleurs pour garder les vélos en piste pour les années à venir. 10 000 $ seraient nécessaires par année. On vous demande donc votre participation pour la prochaine épreuve de la Coupe des Nations Junior UCI. L'ajout du volet féminin en 2025 aussi, ça marque une nouvelle ère pour cette prestigieuse compétition, le Tour de l'Abitibi à Val-d'Or, événement géré par la Nidlecoise, une dame de Nidlec au Témiscamingue, Mme Mélanie Rocher. Le Tour de l'Abitibi est en bonne santé financière. Par contre, le Tour de l'Abitibi, quand même, repose sur un financement public et privé. Les besoins sont grandissants, c'est sûr, hein, comme tout le monde. Hein, le sac d'épicerie, il coûte cher. Pour le Tour de l'Abitibi, entre autres, il y a plein d'autres éléments qui coûtent très cher. Donc, on n'est pas épargné par la hausse des frais nécessairement. Et notamment, l'événement qui s'en vient en 2025 sera une première pour nous. Ça sera la première Coupe des Nations féminines. Donc, ça aussi, ça prend un certain financement aussi. Et on est chanceux, on a des partenaires qui sont très généreux. Sans eux, le Tour de l'Abitibi n'existerait pas, sauf qu'il faut quand même trouver d'autres solutions aussi de financement. Puis aussi, c'est important de montrer à nos partenaires qu'on fait d'autres efforts pour trouver du financement. Il n'y a pas eu personne là au gouvernement fédéral, provincial qui a réduit les subventions parce que ça s'est fait dans certains milieux. Est-ce qu'on a été touché par des coupures de notre côté aussi? Non. Nous, on n'a pas été touchés par des coupures de cette nature-là. Mais tu sais, la campagne elle vise à mobiliser la communauté pour assurer une continuité dans l'évolution aussi du Tour. Tu sais, c'est pas juste aux partenaires à mobiliser, je pense que la communauté aussi. Puis je suis convaincue que la communauté va répondre. On est le joyau de l'Abitibi-Témiscamingue, ça fait plus de 50 ans qu'on est là. Puis il n'y a pas de petits dons, hein, M. Moreau, tous les dons sont importants.
Mhm. Et aussi, ben, vous le disiez, là, il va y avoir une nouvelle compétition. On va voir notamment notre jeune ami Barry compétitionner, entre autres, parce qu'il y aura évidemment euh, cette jeune femme, mais aussi bien d'autres de notre pays et des autres. Euh, ça fait longtemps qu'on voulait amener cette compétition-là en Abitibi-Témiscamingue. Ben, en fait, ça nous trotte en tête depuis 2019. Puis ben, naturellement, en 2021, on en a parlé plus concrètement. Naturellement, je pense que vous savez tout ce qui est arrivé en 2021, hein, c'était la pandémie. Fait que c'était pas nécessairement le bon moment. En même temps, bon, on changeait de présidence au niveau du Tour de l'Abitibi. C'est moi qui ai pris la présidente, qui a succédé à Suzanne Fortin. Euh, la pandémie a été très difficile sur beaucoup de choses, mais sur le cyclisme aussi. Donc, de pouvoir recevoir ou accueillir des équipes de cyclistes, c'était pas un défi, mais c'était un défi pour les clubs de cyclisme. Beaucoup de clubs qui se sont désintégrés, beaucoup de gens qui se sont recyclés en autre chose, qui étaient entraîneurs, qui ont fait autre chose. Bref, plein d'exemples comme ça. Et quand même, c'était dans nos plans 0-3 ans à moyen terme. Et ben, il fallait, tu sais, vous savez, quand on monte un projet comme ça, il faut bien solidifier les fondations. Donc, on a monté un comité stratégique, commencé à parler aussi avec nos partenaires cyclistes qui viennent souvent aussi, tu sais, la France notamment, nos amis des États-Unis aussi qui viennent souvent, des équipes régionales aussi. On a discuté comment on le fait, jusqu'où qu'on va, comment on l'articule cette Coupe des Nations-là. Naturellement, il faut avoir la discussion avec la Fédération Québec du sport cycliste Québec et l'Association Cycling Canada et notamment l'Union cycliste internationale. Donc, c'est toutes des personnes d'influence et des gens qui nous ont supportés au travers de tout ça. Mais en bout de ligne, il y a des frais supplémentaires, on doit le dire, on est honnête autour, Oui, et on a besoin de la population pour évoluer davantage. malgré le féminin, on a besoin du sport quand même. Mais je vous rassure encore une fois, le tour est en bonne santé financière. Vous savez, on n'est pas la première organisation événement qui fait ça. Le Tour de Gatineau aussi a emboîté le pas déjà depuis l'année dernière, fait que, via les fonds Sport Québec. Donc, on n'est pas le seul événement, puis on ne sera pas le dernier événement non plus qui va emboîter le pas non plus. Parce que, évidemment, les temps changent et on sollicite de plus en plus le citoyen qui a, évidemment, de bonnes intentions vis-à-vis des événements, qu'ils soient sportifs, culturels, etc. Le citoyen s'implique et choisit ses préférences. Hein? Oui, mais en même temps, il y a aussi des entreprises qui ne veulent pas entrer dans le plan de partenariat, qui est parfois peut-être soit trop gros pour eux, ou ils veulent pas la visibilité, ou vous savez, visibilité égale aussi, bon, ben, les autres gens voient cette visibilité-là, fait qu'il y a des événements ou des regroupements qui peuvent voir, ils vont aller les interpeller pour autres demandes de donation aussi. Fait que c'est aussi la communauté, mais aussi les entreprises de notre région ou d'ailleurs au Québec ou au Canada. Rappelez-nous à quel moment nos athlètes internationaux enfoncent leur bécane pour s'en venir chez nous. Donc, le tour féminin sera du 11 au 14 juillet et le tour masculin sera du 14 au 20 juillet. Est-ce qu'on attend, bon, évidemment, il y aura plus de coureurs, coureuses, il y aura évidemment plus de monde, mais est-ce que le nombre d'athlètes comparativement au départ, on a haussé la participation? Vous voulez dire si on a aussi le nombre d'inscriptions possibles? Ouais. Donc, on n'a pas un taux maximal. C'est sûr c'est déjà rendu à 28 équipes pour un tour de l'Abitibi.
Ça serait un rêve pour moi de se rendre à 28 équipes pour un tour de l'Abitibi, de revenir à ce chiffre-là. Mais pour l'instant, on laisse aller, puis on verra qu'est-ce qu'on est, jusqu'où on s'arrête. Et je regardais dans mes souvenirs, dans mes archives, vous savez que j'ai quelques années derrière la cravate. Et maintenant, je travaille avec TV Témis, la télé communautaire, et on se fait un plaisir d'inviter nos citoyens à aller faire un tour parce que eux aussi aiment le cyclisme. Et c'est quoi? C'est en 2022 que le Témiscamingue a vu le Tour de l'Abitibi dans le secteur? La dernière fois que le Témiscamingue a vu le Tour de l'Abitibi, c'est en 2019 exactement. Oh, d'accord. Et bon, évidemment, maintenant, il serait pas possible d'y repenser ou ça dépend encore du financement? Non, ça n'a aucun rapport avec le financement. En fait, ça a plus rapport avec toute la logistique qui est autour de ça. En 2025, le tour aura lieu à Val-d'Or. C'est pas le Tour de l'Abitibi qui décide dans quelle ville il est à chaque année. Ça se fait avec une entente entre les trois villes qui sont Rouyn-Noranda, Amos et Val-d'Or. Donc, cette année, c'est Val-d'Or et l'année prochaine, c'est Rouyn en 2026. On sera dans les parages de Rouyn-Noranda et c'est sûr qu'on va aller faire un tour au Témis en 2026. Naturellement, si les municipalités nous acceptent. Plus on s'approche de Rouen, plus on s'approche du Témiscamingue. C'est quand même des bons voisins. Je voulais pas vous mettre dans une mauvaise situation. Pas du tout. Je sentais que la réponse ressemblerait à ça. Ma chère madame, merci d'avoir pris du temps pour nous parler. Bon succès avec cette campagne. Si Gatineau est capable d'amasser de l'argent, je ne verrais pas pourquoi la Témiscamingue ne serait pas en mesure de le faire. Et je pense que les Témiscabitiens aiment leur tour de l'Abitibi. Alors, ça va certainement, comme dirait certainement Marc Lemay, ça va être dans la poche. Moi, je parle de Marc Lemay, je comprends pas pourquoi. Merci beaucoup d'avoir parlé dans cet entretien. Un petit rappel que la télévision du Témiscamingue va faire sur son site web tout au long des semaines et mois à venir. Et à l'été, ben peut-être qu'on aura. Est-ce qu'on a un objectif est-ce qu'on a un objectif? On vise plusieurs milliers de dollars. On s'est mis un objectif, c'est sûr, mais tu sais, ça serait le fun de le viser là, autour de 10 000 $, ça serait très intéressant. Mais si on vise plus, ça serait encore bien mieux, là. Ça serait super le fun. Mais je suis sûre que les Témiscabitiens, ils seront très favorables à cette campagne de dons. On lui laisse vous le dire allègrement. Merci beaucoup de votre présence. Merci. Ben voilà, je crois qu'on a fait ensemble un bon tour de l'actualité. À nos sources, merci de nous alimenter. Continuez à nous joindre, c'est à journaliste@témis.tv. On se remet au travail pour dénicher l'actualité, d'autres nouvelles pour votre prochain bulletin. Passez une bonne fin de semaine et merci de joindre vous aussi pour des flashs d'actualité quotidiens. La page Facebook Témis TV. Depuis notre retour en octobre, plus de 500 abonnés se sont joints à nous. Un beau signe que vous appréciez, bien réciproque, croyez-moi. Bye bye!